Ok, c'est parti. Monsieur Sirène Friends, saison 3, épisode 9, c'est parti, avec des gens qui boivent de l'eau, Elodie et Romain. Bonsoir. Salut. Voilà, depuis qu'ils ont été au restaurant tous les deux pour goûter des choses, ils boivent de l'eau. Non, on se fait livrer à domicile, c'est mieux. Ouais. Ah, vous faites livrer à domicile. Alors, on a de l'autre côté, on a Grégoire qui, normalement, a un micro. Ouais, exactement. Coucou. Mais je ne dirais pas un micro quoi. Un microcosme, enfin. Bon, bref. Et alors, amateur de calache, de cassoulet gastronomique, c'est Et Florian. de savon liquide. Et de savon liquide. Et également d'Orangina. Bonsoir public. Bonsoir public. Bonsoir les gros durs, public. à l'eau et à l'orangina. Les temps ont Oh là là. changé. Exactement. Voilà, les temps sont comme les œufs, ils sont durs. Et moi je suis à la bière. Comme mes blagues, elles sont vachement dures aussi. Bon, alors cet épisode est sous le signe, encore une fois, de la bière, mais alors là, réellement, hein, grâce à l'objet dont va nous parler Elodie tout à l'heure, grâce aussi à mon quiz qui est très bière. D'ailleurs, heureusement, on n'a pas de problème avec la publicité sur les podcasts en ligne et amateurs, parce que sinon, je pense qu'on aurait des gros problèmes avec le CSA si ça existait pour le podcast. Et on a Il y a un aussi... CSA est-ce qu'il y a un CSA en Belgique? Oui, je pense qu'il s'appelle CSA aussi. Enfin, mais, D'accord, mais oui. ils sont encore moins efficaces que le CSA français, donc ça va. Ah oui, totalement. Ah oui, d'ailleurs, voilà, en gros, c'est ça. Si j'avais un employeur, je serais viré ce soir, sache-le. Bon, voilà, justement, le fait d'être au chômage, le fait que tu n'es pas viré. Ah vraiment, mais non, c'est Non. juste que j'ai... Le fait que tu sois indépendant. Freelance life. Voilà. Hashtag freelance life. Hashtag freelance. Alors, donc ce soir, on aura ça. On aura aussi du Halt and Catch Fire, du Haters Back Off, alias Grace, American Vandal, and What Would Diplo Do. Merci, James Van Der Beek, pour ce nom. c'est vrai que tu fais super bien la corne de DJ. Oh, et on reste de l'actu aussi. Je pense qu'on va pas perdre de temps. Hein. On va commencer directement par l'actualité. Et là, je sais plus où j'ai foutu mon son. Et voilà. On a vu un bon quart d'heure et on a fait le tour. Voilà. Je pense que vraiment, c'est le but. En un quart d'heure, on a fait le tour de l'actu. Et qu'est-ce que je vois Je vois Dora l'exploratrice par Michael Bay. Lala. Et là, on pensait que c'était une blague, c'en est pas une. Et on s'en fout un peu, parce que franchement, ça fait peur. Ça fait très peur. Zoo, annulé. Après On s'en 3 fout. saisons. Moi je croyais que ça avait été fait depuis longtemps déjà. Je me demande comment ça a fait pour tenir autant de temps, mais il y a apparemment des fans qui disaient que la première saison était bien, la saison 2 était pas top, et la 3 est pourrie. Donc je pense que la réponse est là. Mais la diffusion de la saison 3 est un peu passée à la trappe. Hein. Enfin, personne ne l'a trop calculé cet été. Ouais, derrière les barreaux. Du zoo. Du zoo. Putain. Et zoo à la porte. Je les aurais toutes faites. Star Trek Discovery annulé. Non, renouvelé pour une saison 2. Non. Ah Ça, non. c'est ton souhait. Oui. Non, je dirais pas. C'est moi ça. Je ne souhaite pas que les séries soient annulées. Enfin. C'est juste que bon, j'ai arrêté moi-même. Mais tu l'as quand même arrêté avec l'avant-dernier épisode. Ouais. Bah ouais. Et ouais. Et alors? J'assume, qu'est-ce que tu vas faire hein Et Ça alors c'est totalement. Mais c'est pas pour ça que pour les autres qui aiment, je demande l'annulation. Voilà. Bon bref, Osef ou pas Osef? Osef. Osef. On regardait déjà plus. Ouais, Non. voilà. Voilà. Moi, je peux Je regarde commencer. toujours. Tu regardes toujours? Mais oui. Ben, moi je suis. Es-tu content? Je suis tricky, mais en fait c'est parce que je dois en discuter avec un tricky très fan et qui lui agonise à chaque épisode et tout, donc en fait c'est un tout petit peu par intérêt pour savoir si ça se retourne un tout petit peu comme une crêpe à la Chandeleur en fin de saison. Ok. Pourquoi on parle de Ok. Friends tout d'un coup? Non, la Chandeleur, pas Chandeleur. Ah, Mais c'était oh une là là. vanne. C'est Oh là bière, là. crêpe et orangina.
Par contre, quand t'as dit Laissez-le, Tricky, il j'ai pensé essaye. à Tricky Olgado, je sais pas pourquoi. Hmm. Non, pas Tricky Aussi, Olgado. Tricky. Tricky Olgado. Bon, alors un Magnum, C'était une chanteuse des années 80 en fait. Qui est Tricky Olgado? un acteur, Tiki Olgado. Ah, Tiki Olgado. Bon bref, c'est d'accord. pas grave, c'était nul. Rien à voir avec le Tiki l'idée, Torch, hein. tout comme l'idée de reboot de Magnum sur CBS. On s'en fout. Alors là, on s'en fout, mais d'une force. De toute Ah, façon, il n'y aura pas plus belle moustache. Ah non, et surtout qu'il n'y aura pas... Ils ont essayé apparemment d'avoir un peu Tom Selleck dans le projet, et Tom Selleck il a dit « Nope ». Et il a bien raison. Dans sa moustache, il a fait « Nope ». Enfin, je pense qu'il a plus de moustache pour l'instant, je sais plus. Il est Bref, parti avec sa Ferrari. voilà. Later, Oh, losers. il y en a plein de séries qui sont en reboot, apparemment les idées sont dans les vieux pots. Et alors par contre, un truc qui est quand même vachement cool, mais bon ça va vite, c'est sur la chaîne YouTube de Saturday Night Live, la chaîne officielle, où on peut voir en fait les émissions en entier, bon, coupées en plusieurs vidéos, mais malgré tout dans son intégralité. Vu que la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode, la semaine prochaine c'est avec Larry David, donc ça c'est très très cool. Entre temps, ils mettent des vidéos en plus, et dont un making-of d'à peu près 8 minutes du Saturday Night Live, comment se passe la création jusqu'au tournage. Et c'est plein de trucs qui m'ont fait repenser à Studio 60 on the Sunset Strip, et j'ai eu envie de la revoir encore cette série. Donc je sais pas si d'autres ici l'ont regardé, Non. le making-of. Non. Non, je l'ai juste vu là sur la page Facebook de Monsieur Série and Friends, c'est là où tu l'as posté, Ouais. et non. Et en fait, il y a le réalisateur de longue date du SNL qui s'appelle Don Roy King qui C'est ça. explique en fait, c'est ça. C'est ça, exactement, qui explique ça. Puis on a vraiment l'écriture, comment ça se passe, comment à la dernière minute, parfois ils effacent des choses, parfois il y a des trucs qui prennent plus de temps pendant le tournage, enfin le tournage, la diffusion, les répétitions, tout ça. C'est vraiment très intéressant et très drôle à regarder. Donc voilà, c'est plein de trucs. Et bon, c'est que 8 minutes, donc c'est super cool. Et le truc qui est bien, c'est que il faut savoir que toutes les vidéos du SNL sur YouTube sont sous-titrées en anglais et pas l'anglais automatique de YouTube. Donc pour ceux qui ont un peu de mal, machin, il y a au moins un peu de sous-titres anglais, donc c'est tout à fait cool. C'est pour le public malentendant, sourd aussi. Ben oui. C'est ça qui est cool. C'est ça qui est très très cool. Par contre, Ouais. ce qui est moins cool, et là, je vois que c'est ta couleur qui me dit coup de gueule, Sense8, tweet annulation et production du final à Paris. Oui, en fait, c'est le vert de The Good Place, ma couleur, en fait. C'est Ouais. qui est encore une série que je mate pas. Enfin, peu importe. Florian pas content. Voilà. Je suis désolé, il Je fallait suis que pas content. Je suis désolé, il Je fallait que je change l'entends. de couleur. Ouais, j'en ai gros. En fait, Sense8 est donc en tournage à Paris, et ils ont entre guillemets, selon plusieurs sites qui ne sont jamais très très loin de l'exagération, déclenché un mouvement de panique en faisant un feu d'artifice dimanche soir sur la Tour Eiffel pour probablement le dernier jour de tournage, mais un vrai feu d'artifice sur la Tour Eiffel qui soi-disant aurait alarmé quelques riverains aux alentours et déclenché un espèce de mouvement de panique et d'inquiétude sur Twitter, puisqu'apparemment, étant donné que c'est un feu d'artifice sur le tout Paris, il semble que le tout Paris l'ait entendu, ce qui est un tout petit peu logique. Il était impressionnant ce feu d'artifice quand même, pour avoir vu quelques vidéos sur Twitter. Le budget, il était là quoi. Mais Voilà, et bien justement, le coup de gueule porte sur, entre guillemets, l'ensemble des idées reçues concernant l'annulation et concernant on va dire la dépense de budget allouée donc à ce final de Sense8 qui donc fera 2 heures, enfin qui est censé être l'épisode final et qui sera de 2 heures et qui sera diffusé donc sur Netflix en 2018. Le gros coup de gueule en fait, c'est de voir plusieurs tweets en fait qui ont été repris par des centaines de retweets et tout, et qui sont, on va dire, qui correspondent un tout petit peu à une espèce de mentalité de café du comptoir assez non informé que je trouve souvent sur Twitter. C'est un tout petit peu pour ça que j'en ai gros sur la patate. Et donc il y a deux choses qui sont dites qui sont fondamentalement assez fausses et qui témoignent d'une méconnaissance de comment Netflix marche. Enfin voilà,
l'ensemble de l'équipe, depuis 3 ans que Netflix, 4 ans que Netflix fait des séries, on sait maintenant un tout petit peu comment ça marche au niveau de... qu'est-ce qui fait que une série peut marcher sur Netflix, peut ne pas marcher sur Netflix, etc. Même si les audiences sont confidentielles. Et la chose qui m'a un tout petit peu embêté, c'est de voir que la série soi-disant, déjà la série a été annulée parce qu'elle coûtait trop cher, parce qu'elle coûtait une blinde. C'est pas exactement la raison qui fait que la série a été annulée. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais The Crown, d'autres séries comme ça, Marco Polo et tout, ont été renouvelées. En tout cas, Marco Polo a été annulé, mais elle avait été renouvelée avant. Et il y avait eu un spin-off des gros budgets. Dans Marco Polo, il y avait même eu un spin-off. C'est ça, c'est des gros budgets qui sont à 100-120 millions de dollars, qui sont commandés et qui sont budgétés là pour être des événements entre guillemets mondiaux et qui sont censés entre guillemets être rentabilisés et amener de l'abonné dans les 140 pays où Netflix opère. Donc ça, c'était vraiment ce que je voulais rappeler. Et en gros, la raison de l'annulation de Sense8, c'est pas parce que ça coûtait trop cher, c'est parce que on a considéré que soit la série ne faisait pas assez parler d'elle pour amener des abonnés supplémentaires, puisque Netflix, jusqu'à preuve du contraire, a un modèle qui est exclusivement basé sur l'encouragement de nouveaux abonnements. Et l'autre problème, c'est que c'est qu'elle n'était pas assez, c'est qu'on l'a considérée comme pas assez fédératrice, rentable ou pas assez regardée. Donc c'est un tout petit peu la première partie du coup de gueule, c'était ça. Et l'autre gros problème, c'est en voyant le feu d'artifice, c'est Netflix, oh là on annule la série parce qu'on n'a pas assez de budget. Sense8, tiens, on va faire un feu d'artifice à la Tour Eiffel. Donc ça, c'est des tweets qui sont très très faciles, mais qui correspondent pas vraiment à la réalité, puisque d'après ce que je comprends du final, il y aura moins de pays dans lequel ce final sera tourné. D'après ce que je comprends, il n'y a que 3 ou 4 pays qui sont compris dans les lieux de tournage. Là aussi, je vous confirmez ou infirmez les gens qui suivent? Alors, il y a Paris avec la France, mais après pour le reste, je sais pas trop. Apparemment, c'est censé être 3 ou 4 pays. Donc déjà, par rapport aux 14 pays dans lesquels a été tournée la saison 2, je pense que c'est beaucoup moins... Et l'autre truc, c'est que c'est pas vraiment un feu d'artifice à la Tour Eiffel, même si c'est spectaculaire, qui va forcément faire péter le budget de, entre guillemets, ce qui est vendu comme un épisode de 2 heures. C'est certes, ça fait énormément de budget, mais c'est pas exactement ça qui fait que, de toute manière, ils méritent de se faire annuler leur série, en fait, s'ils vont jeter l'argent par les fenêtres. Surtout qu'on ne sait pas qu'est-ce qui fait que, ce feu d'artifice, que ce que ça vient faire dans l'intrigue, dans quelle mesure ça va être lié aux arcs des personnages ou pas. Il peut y avoir toutes sortes de choses qui sont faites autour. Donc je pense pas que Wachowski Lana et Lily Wachowski vont aller dépenser ça sans absolument avoir de raison pour ça. Ouais, parce qu'ils auraient pu le faire, ils auraient pu le faire en CG, quoi, en post-prod, ils auraient pu le faire, quoi. Exactement. Oui, exactement. Mais là, ils se sont permis de pas le faire. Donc je pense qu'il y a forcément une bonne raison à ça. Oui, et donc si je peux me permettre, je pense que la bonne raison, c'est que ils ont voulu fêter le tournage dignement et du coup ils ont fait péter un feu d'artifice. Ouais, c'est ça. Merci Romain de ta participation. C'est bon, je retourne dans le ça peut... Ouais, non, mais ça doit pas être loin de la vérité. Ils se sont dit, il y a des fans de la série à Paris, les fans de la série suivent sur Twitter, etc. Les acteurs qui sont à Paris, ils essaient de les trouver. Donc là, à tous les coups, il y a fait sans doute des fans qui étaient au même endroit, au même moment. Et puis ils ont eu un feu d'artifice avec tout ça, donc ils y ont insisté. Donc ouais, sans doute. Ouais, c'est ça. Mais il y a énormément, moi c'était ça, ce qu'il y a énormément de mes informations autour de la série. Et moi, à titre personnel, on peut trouver la série chiante. On peut trouver la série totalement gnangnan, totalement remplie de bons sentiments. Je crois que d'ailleurs c'était ton cas, monsieur Cyril, pour la saison 2. Non, c'est juste que ça me faisait chier. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. pas le bon sentiment. Après, de là à dire, ça mérite de se faire annuler. Non, pas du tout. Je veux dire,
Non, voilà. Moi, ce truc qui m'énerve, c'est la désinformation ou les personnes qui gueulent à travers pour rien. C'est bon, quoi. Bref, hein, je pense que la prochaine fois que tu viens, t'auras ton générique et ce sera... On en a gros. Voilà. Le On en a Merci. gros de Florian. Flo en agro. Il en a Flo marre. Flo en agro. Ok, bon, ben voilà. Comme ça, c'est dit, c'est sorti, c'est hors de ton organisme. Est-ce que ça fait du bien? Pardon. Ouais, c'est pas faux. Pousse. Non? Petite pucelle. Bon, franchement. Voilà. Donc ça, c'était le petit coup de gueule qu'on t'a laissé. Et je comprends. De toute façon, que ce soit Sense8 ou que ce soit n'importe quoi, voilà, les tweets qui parlent à tort et à travers sans savoir. C'est un peu la maladie du web. Hein. C'est ça, la gangrène. C'est la gangrène. Exactement. C'est exactement la gangrène. Bon, par contre, j'espère juste un truc. C'est que pour la suite... C'est pas la gangrène que tu veux nous proposer, Elodie, hein, avec ton objet. Mais j'espère pas. Mais, vu que ça va parler de bière, j'ai un générique pour toi. Ouais. T'es prête? Ouais. Pipi 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 bière bière pipi pipi bière bière pipi pipi bière bière pipi pipi bière bière pipi pipi bière. Tu bois une bière, tu fais pipi. 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 Bière bière pipi pipi bière. Voilà. Je dois avouer que le générique il est plus à l'adresse de Romain qu'un peu ça. On saura tout. C'est vraiment moi la pisseuse en plus. J'espère que la chanson s'appelle Veni Vidi Vici. Oh, Tellement bien. oh, bravo. Non, elle s'appelle bière pipi. Tout simplement. C'est voilà, c'est Naturel. 10 minutes à perdre, Génie. Bat et Gaël. Pour Oh ceux là qui là. connaissent. Alors, Des génies Hashtag ont génie. c'est ça, hashtag génie. Donc, Alors aujourd'hui, je vais vous parler de bière et vous proposer 4 bières. Parce que, évidemment, on est dans un podcast série, donc on va parler bière. Et donc, oui, parce que... On est sponsorisé par la bière, c'est sûr. on aimerait bien. oh, on aimerait. Non, franchement. Et oui. Il y a- Franchement... c'est Windows qui a merdé, je suis désolé. C'est pas moi. Et donc oui, alors la bière ça fait partie de ces, je peux pas dire objets, mais bon on va dire objets qui ont été adaptés à toutes les sauces, que ce soit les groupes de rock avec Metallica qui avait brassé sa propre bière, on a eu les jeux vidéo, on a eu les personnages de fiction et aussi on a les séries, puisque il y a plusieurs bières qui ont été inspirées par des séries. Alors par contre c'est pas des bières qui sont vraiment officiellement sorties par les créateurs de séries ou les networks, mais c'est plutôt donc des brassiers qui vont leur rendre hommage. Donc je vais vous parler de 4 bières inspirées de 4 séries différentes. Donc la première, ça fait partie des classiques, donc la bière inspirée de The Walking Dead, parce que je pense que cette série elle a tous les objets possibles et inimaginables inspirés Oh là là. par le merchandising. Voilà. C'est même pas français ce que tu viens de dire. Je me suis compris. Ah oui, tu t'es compris, c'est tant mieux. Alors, donc la The Walking Dead qui a été sortie par Dog Street Brewing Company, qui est une bière un petit peu forte, mais ce qui est le plus intéressant c'est sa recette, puisque elle contient entre autres des cranberries, mais surtout, et c'est là c'est de là que vient l'inspiration, elle contient de la cervelle de chèvre fumée. Voilà. Là c'est pro. Putain, ça donne envie. Elle m'a parlé des cranberries, je fais ah bah c'est cool, pourquoi pas, hein. Mais et après la cervelle, non. Alors, selon les créateurs de la bière, donc c'est une bière brune qui donc a un goût assez fruité, donc avec les cranberries, mais en fait, la cervelle de chèvre fumée, ça donne un peu un goût de bacon, apparemment. D'accord. Voilà, donc s'ils veulent nous en proposer pour qu'on teste, moi je prends. Hein. Après, Ouais, mais psychologiquement, j'aurais du mal quand même. bah faudrait pas le savoir avant. Tu dis, Ouais. ah c'est bon, il y a quoi dedans? De la cervelle de chèvre. Ah, hop, tu fraîches. Ça Ensuite, fait une bonne idée de vidéo sur YouTube en tout cas. Je teste des bières. Ouais, bah, on a qu'à faire ça. on va faire ça ça vient pour novembre. Allez. Ça.
Pour Thanksgiving. La deuxième bière, elle est adaptée donc d'une autre série hyper cool, donc c'est Game of Thrones. En fait, il y a 3 bières qui sont inspirées, donc une par le Three-Eyed Ravens, une pour les Lannister et une pour Daenerys. Donc respectivement une brune, une blonde et une blonde fruitée. Voilà, celle-là elle a rien d'exceptionnel, mais bon. Donc en fait, il n'y a pas de bière rousse parce que Mélisandre elle pue du cul en fait. Voilà, ça doit être ça. D'accord. Sérieusement, ça existe la bière rousse? Non. Ça n'existe pas. C'est en Irlande. La brune. Là, ils viennent de parler d'une bière au cranberry, quoi. Donc ils auraient pu quand même faire style. Ah, toi, t'as retenu la cranberry. Moi, j'ai quand même retenu la cervelle de chèvre. Pas les mêmes goûts. C'est ça. Ah. Chacun son kiff. Exactement. On ne juge pas les goûts des autres. C'est ça. Plus surprenant, on a une bière adaptée de It's Always Sunny in Philadelphia qui a été faite par Stone Brewing. Et qui en fait est inspiré d'un épisode de la saison 3 où on voit Charlie qui plus ou moins écrit une balade en sniffant. Je sais pas. Ouais, c'est Dayman, Nightman, c'est génial. C'est ça. Et donc en fait la bière est adaptée de cet épisode. Sauf que rien à voir, donc c'est une bière plutôt douce et une IPA qui a un goût de café. Va savoir ce que le café a à voir là-dedans, mais c'est pas grave, c'est juste de préciser que celle-ci, il ne faut pas la sniffer, hein. Oui, en fait, pour expliquer, bon, It's Always Sunny in Philadelphia, c'est une série, une comédie qui maintenant a 12 saisons, ou presque 12 saisons, qui est absolument à regarder. C'est 10 épisodes par saison à chaque fois. C'est drôle, ça n'a jamais été pas drôle depuis ces années-là. Et Dayman, en fait, c'est à un moment donné, c'est Charlie qui il n'arrive pas à dormir, il est enfermé, reclus, et il sniffe une bombe de peinture argentée. Et là, il finit par penser à la chanson Dayman parce qu'il a battu le Nightman, qui est en fait l'homme de la nuit, et puis ils font c'est pas vraiment une balade, c'est un truc façon années 80, et tapez ça dans YouTube, ce sera beaucoup plus explicite. Franchement, c'est à regarder. Voilà, alors, si la bière vous donne le même effet que Charlie, là, il faut commencer à consulter. Ah oui, ou pas. Ensuite, la dernière. La dernière, donc, c'est une bière inspirée par Breaking Bad. Alors, en fait, il y a 2 bières différentes. Il y a la Heisenberg Dark, donc une brune, qui sent un peu le citron. Donc, pourquoi pas. Faut que ça sente pas le pâté. et la Waltz White Lie, c'est une petite IPA blonde et légère, dotée de saveurs tropicales. Donc là encore rien à voir avec la série, mais pourquoi pas, hein, si ça peut permettre de vendre des bières sous le coup de « Hey, c'est inspiré par une série », mais en fait pas du tout. Bon écoutez, pourquoi pas. Donc voilà, si l'une de ces brasseries nous écoute et veut nous envoyer des bières afin qu'on les goûte... Surtout celle à la chèvre. Celle à la chèvre. Celle à la chèvre, mais voilà, venez en marketer à notre adresse. Ce qui m'étonne, c'est que tu as parlé de toutes ces bières-là, mais t'as pas parlé d'une évidence. La Duff. La Duff, elle peut s'acheter... Je fais exprès, parce qu'elle est dégueulasse. Ouais, bon, elle est juste... C'est juste une pils tout à fait classique, voilà, quoi, mais... elle ne fonctionne que par son packaging, mais malgré tout... Bon, les autres, elles sont peut-être dégueulasses aussi, on ne sait pas. Oui, quand est-ce que vous avez goûté les Duff, les gens? Hein ça fait déjà quelques années. Quand est-ce que vous avez goûté la Duff? Ouais. On en trouve facilement en Belgique. Hein. Bah, même en France, tu vas... au supermarché, non? Bon, peut-être pas au supermarché, ça dépend lesquels, mais même tu vas dans... Bah, moi, mon Biocoupe, je le trouve, hein. Moi, je sais que je l'ai trouvé une fois, même dans un cinéma dans lequel il y avait un magasin, pour pas citer je vais pas citer une marque, et en fait ils vendent des produits autour du cinéma et des séries télé. Et c'est vers Bibliothèque, pour tout vous dire, et en fait à Paris, la bibliothèque. Il fait une belle jambe avec elle, vas-y. Oui, non, mais c'est pour dire qu'elle se trouve dans un endroit un peu chelou, des fois un peu culturel, et en fait ils vendent par 6 le pack de Duff. Non, mais même vous allez dans n'importe quelle boutique d'alcool qui vend même qui vend des spiritueux, la Duff c'est la base, mais je trouve quand même la Duff elle est hyper chère pour ce qu'elle goûte, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. C'est tu prends une
J'allais dire une 1664, c'est limite pareil, quoi. Ouais, voilà, tu payes la licence en fait. Ouais, tu payes. J'espère que l'argument, Oui. j'espère juste que l'argument marketing, comme quoi c'est inspiré d'une série, surtout pour la dernière, enfin j'espère que c'est un assez bon argument marketing parce que tu me disais que c'était le goût pour tropical, j'espère que c'est pas ça leur argument marketing, quoi, parce que bière au goût tropical. Eh ben écoute, pour Après. avoir déjà goûté de la bière qui a un arrière-goût de mangue, enfin de fruits tropicaux, et ben c'est vachement bon. Mais, Ah ouais, ouais. puis, non, mais bêtement, la pêcheresse, pour ceux qui connaissent, qui est une, je sais pas si vous avez ça en France. Donc c'est une bière qui s'appelle la pêcheresse. Je vous en amènerai si jamais vous voulez. Qui en fait est à la pêche. Ah. Et c'est très très bon. Non, c'est très très bon. C'est très très Mais très je veux bon. bien te croire. Voilà, vous connaissez la crique. Bon, Oui. c'est de la cerise. Voilà, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, mais malgré tout, voilà, ça reste très 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 bon. Voilà. Voilà. Bon, après, il y a des Bienvenue trucs au dans le cacao qui sont un podcast peu Bière et dégueulasses. série. Pardon? Monsieur Bière et série. Ouais, Ils mais... ont jamais fait de bière inspirée par Dawson's Creek en fait. Oh! Oh, joli. Oh! Là, Là, j'aime beaucoup. Je suis fan. Bon, ok. Eh ben, merci beaucoup, ça m'a donné soif. Tout simplement, on a envie de essayer ça, on va essayer de les trouver. Hein? oui. Et on les teste D'ailleurs, sur j'ai YouTube. pas regardé si elles étaient encore vendues, mais pendant la suite du podcast, je veux bien jeter un œil. Oui, après. Après, Oui. on veut bien. Merci. Merci beaucoup. Oui, mais non, parce que si on cherche en même temps, après, bon, ça emmerde les gens, vous savez. Bref, on va passer à quelque chose qui ne parle pas de bière, mais qui parle de série, ça tombe bien. Et c'est le retour sur ce qu'on a vu. Alors, combien de temps avant qu'on nous propose un retour vers le futur en série? Je sais pas. 3 minutes 30. Hein, à peu près, hein. Vu qu'il y a Karate Kid qui traîne pour l'instant aussi, je serais pas étonné. Ça se fait, hein. Karate Kid, ça va vraiment se faire Oui, pour je du sais, coup, c'est pour ça que je le dis. Donc, retour vers le futur est pas très Mais long. retour vers le futur, enfin, il y a, comme vous le savez, il y a la série animée. Oui. Mais moi, j'ai bon espoir que ça se fasse jamais, étant donné que Zemeckis a été ferme quant au fait qu'il y aurait absolument jamais de reboot ou de suite ou de préquel de Retour vers le futur au cinéma. Donc, j'espère honnêtement que c'est la même chose, Pour les séries. que ça va être la même chose en télé, Ok. malgré le fait que je crois que peut-être on en a parlé dans le podcast il y a quelques semaines, hein, Apple a signé un accord avec Amblin Television et donc Steven Spielberg pour développer du contenu, donc avec la fameuse remake de Amazing Stories. Donc j'espère juste que Ça ne parlera pas de ça. Retour vers le futur ne sera pas réexhumé dans le cadre de cet accord-là. Ouais, on va croiser les doigts. Bref, maintenant on retourne dans le présent et Halt and Catch Fire qui vient de se terminer complètement. Donc là, Elodie, je te Oui. prends pas au dépourvu cette fois-ci. C'est vrai. Tu sais bien que c'est toi qui vas en parler. Parce que tout comme moi, et je sais pas d'autres ici, mais en tout cas tout comme moi, tu as terminé la série. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça fait déjà ça en moins dans le bêta-série, dans le TV Showtime. Ça nous libère une petite place. Et ça nous laisse un petit vide un peu étrange. Oui, il y Alors. en a une qui part, il y en a 3 qui arrivent, alors si tu veux. Oui, bah bien sûr. Donc Halt and Catch Fire, en résumé, le synopsis. T'as pas Le préparé. synopsis est assez simple, donc on suit, sans spoiler et en Oui, bien résumant juste uniquement le début de la série, donc c'est une équipe d'avant-gardistes niveau informatique qui essaye de créer l'avenir Oui. au niveau informatique pur et dur, mais aussi avec les débuts d'Internet. Voilà, pour faire C'est ça. grossièrement. Ça commence dans les début des années 80, ça se termine vers le milieu des années 90-90. Ouais. Voilà. Cocher belge sur le bingo. Voilà, exactement. Et la chaise qui grince depuis tout à l'heure, vous pouvez aussi les cocher. Donc voilà, ça. Et donc c'était sur AMC, il y a eu 4 saisons de 10 épisodes à chaque fois. Et ça s'est terminé il y a une grosse La semaine semaine et dernière. demie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc,
Et Ton donc, avis. écoute, j'ai vu beaucoup de tweets de gens qui étaient fortement déçus par les 4 derniers épisodes, en sachant que les 2 derniers c'était un double épisode, les 2 derniers ont été diffusés le même soir. Oui. Et je suis moyennement d'accord. C'est-à-dire que les 2 avant-derniers, donc avant le double épisode, j'ai beaucoup aimé. Alors je vais pas spoiler parce que ça mérite d'être vu, mais il se passe quelque chose de très important qui effectivement d'un côté on aurait pu le voir venir et d'un autre du coup c'est assez téléphoné, mais c'est fait d'une telle façon que quand même c'est hyper émouvant. Et donc l'épisode d'après c'est c'est un flashback. Oui, voilà. Non, mais il y a un très joli flashback. Franchement, c'est la chialade. Hein. C'est totalement la chialade. Et le problème, moi, je le trouve plutôt sur le dernier double épisode. Oui. À savoir que c'est un condensé. C'est-à-dire que c'est tout ce qu'on n'a pas pu caser après. On l'a casé dans un double épisode. Et vas-y que j'y vais au chausse-pied, quoi. Et je trouve ça assez dommage, surtout que on aurait pu comprendre ça venant d'une série à qui on aurait annoncé en cours de saison « Ah ben en fait t'es annulé, donc essaye de finir comme tu peux ». Mais là il faut savoir que Halt and Catch Fire, ils ont su au moment de renouveler pour une 4e saison, ils savaient que ça serait la dernière. Ouais. Donc ils étaient quand même prévenus à l'avance, il y avait de quoi conclure proprement la série. Et là c'est vrai que plus on arrivait vers la fin de l'épisode, plus tu sentais que tout ce qu'ils auraient voulu caser dans une saison supplémentaire, ils l'ont casé à la fin de l'épisode. Et je trouve ça assez dommage, surtout que en fait, ce qu'on nous annonce à la fin, c'est assez bof quoi. Mais sinon, Halt and Catch Fire, ça fait quand même partie de mes séries préférées du moment. Je pense que quand même, elle laissera sa trace dans le futur, on l'oubliera pas de sitôt. Et je trouve assez dommage qu'elle ait connu que 4 saisons parce que je pense qu'il y avait de quoi faire pour tenir encore au moins 2 saisons, quoi. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport aux 4 derniers épisodes. C'est vrai que le double dernier épisode, là, c'est facile. Il y a beaucoup de choses, c'est facile, c'est convenu, c'est condensé, il y a des trucs bien, il y a des trucs moins bons, il y a des trucs émouvants, mais en gros, c'est un peu trop brouillon et condensé pour que ce soit efficace. Alors que les 2 épisodes juste avant étaient beaucoup plus efficaces. Oui, alors que dans le propos, c'était aussi attendu, mais c'était la manière de faire qui fait que... Voilà, c'est ce qui, moi personnellement, déçu. Après, malgré tout ça, j'en garde un bon souvenir, à part la saison 3, qui est vraiment la moins bonne. C'est vrai. Qui a été assez difficile pour moi à suivre jusqu'au bout. Mais c'est vrai que Halt and Catch Fire se veut, en tout cas vaut pour sa globalité. Les 2 premières saisons sont vraiment excellentes, la 3e, comme je disais, moins bonne, et la 4e vient redonner un petit coup de allez, ok, c'est la dernière, on va finir ça bien, et je trouve ça dommage, justement, vu les 8 premiers épisodes, de terminer sur un truc en dessous de ce que ça a amené, en fait. On s'attendait à un truc un peu plus péchu. Mais bon, en gros, je sais plus sur quoi j'ai eu ça, mais c'est vrai que ça résume pas mal Halt and Catch Fire. C'est que Halt and Catch Fire, c'est pas tant ce qu'ils arrivent à faire, c'est comment ils y arrivent. Et je vais pas ressortir le coup la destination et le chemin, mais dans la série, ils le disent qu'en fait, ils s'intéressent pas tant aux ordinateurs, mais ce que ça peut apporter aux gens, et c'est pas la finalité qui compte. Ouais. C'est vraiment... Rien que la performance des acteurs, rien que Mackenzie Davis, franchement, rien que pour elle, la série vaut le coup. Et pour les coupes de cheveux successives de Lipesque, vraiment, c'est quelque chose à voir. Faut pas passer à côté. Bon, à est-ce part que le hashtag... Carrie Bichet, elle plus ça avance, plus elle m'énerve. Donc, Ah oui, mais c'est où son personnage aussi devient détestable. Ouais, mais je la trouve pas bonne actrice. Ouais, elle est beaucoup dans le surjeu. Ouais, alors que les autres sont beaucoup plus justes, et ça fait tâche un peu. Ouais. Même ces gosses sont plus justes. Est-ce que le hashtag un Emmy pour Mackenzie Davis est plus que d'actualité pour cette saison 4 ? Oui, je demande sans avoir vu la série au-delà des 3 premiers épisodes. Je dirais pas jusque-là. Oh si. Ah non. Non, très franchement, c'est pas... Non. Vraiment pas. Je vois pas ce qui fait qu'elle mériterait ça plus qu'une autre, non. Je dis pas qu'elle mérite pas d'être nommée, mais... Mettez-vous sur la gueule.
Non, mais très franchement, je vois pas ce qu'elle fait de si extraordinaire que ça. Bah, sans rien dire, elle arrive à faire passer des émotions que dans beaucoup d'autres séries, les gens galèrent et rament pour te faire passer une émotion avec des phrases à rallonge et qui jouent comme des pieds que Mackenzie Davis, juste en un regard, tu as compris toute une scène. Il y a de ça, mais de là à dire un ennemi, bon, un et demi peut-être. Voilà, donc Halt and Catch Fire s'est terminé sur AMC, elle était diffusée sur Canal+. Ouais. Série, avec une semaine de décalage à chaque fois, si je me trompe pas. Et je pense qu'on peut trouver les Blu-ray assez facilement, en tout cas pour les 3 premières saisons, vu que la 4e vient juste de se terminer. Voilà, donc laissez-nous justement un petit message par rapport à ce que vous a laissé cette série, si vous l'avez regardée. Alors, dans un autre registre, totalement différent, mais alors... Haters Back Off, la saison 2 sur Netflix, qui a été proposée il y a pas si longtemps que ça, je crois. Voilà. Alors, Romain, c'est toi qui as venu en parler, donc un petit rappel de ce que c'est, et qu'est-ce que tu en as pensé de cet OVNI ? Alors, OVNI, c'est clairement le mot. Alors, Haters Back Off, pour ceux en fait qui connaissent pas, donc il y a déjà eu une saison qui a été diffusée en octobre dernier, donc 2016 sur Netflix. Ouais. Et on va suivre l'histoire et la petite vie tranquille de Miranda Sings, qui est totalement imbue d'elle-même, une personne odieuse, absolument sans talent, et qui se prend pour la plus grande des divas. Alors, si vous êtes un petit peu familier avec ce personnage, ça doit vous rappeler quelque chose, vu qu'il y a la chaîne YouTube qui s'appelle Miranda Sings aussi, et c'est Colin Ballinger, donc, qui est l'interprète de Miranda Sings, qui est aussi la créatrice de la série évidemment, et actrice. Et donc, pour résumer Miranda en quelques mots, elle est folle, vraiment. Et c'est vraiment le mot, elle est complètement à part et elle est dans son monde, vraiment. Et pour la série en elle-même, si on n'a pas vraiment des connaissances antérieures sur la chaîne YouTube et sur le personnage que Colin Ballinger joue maintenant depuis quelques années sur YouTube, la série peut vraiment paraître déroutante et complètement stupide. Sauf qu'elle est beaucoup plus intelligente que ça. Mais pour ça, il faut avoir un petit peu des connaissances sur le personnage et commencer. Pour revenir un petit peu sur la saison 1, en fait, ça nous racontait l'ascension de Miranda Sings et sa gloire quand elle arrive sur YouTube. Et la deuxième saison va se concentrer plus sur son ascension à Broadway. Donc là aussi, on part carrément dans un délire le plus total. Pour l'instant, j'ai vu que les 4 premiers épisodes sur les 8, puisque c'est 8 épisodes par saison de 30 minutes. Donc ça se consomme très rapidement. Et pour l'instant, donc, les 4 premiers épisodes que j'ai vus, c'est fidèle à la série et fidèle au personnage, c'est-à-dire totalement barjot, avec pas mal de références. C'est loufoque. Ça plonge aussi des fois dans le drama vraiment très intense, où, bon, bien sûr, il y a quelques effusions de bons sentiments, hein, puisque quand même, faut être gentil de temps en temps. Mais voilà, c'est vraiment un contraste entre la comédie et le drama que j'aime vraiment beaucoup. Par contre, ça peut vraiment paraître très déroutant pour les personnes qui ne connaissent absolument pas, et si on tombe pour la première fois sur la série et qu'on découvre ce personnage-là, on se dit mais c'est juste pas possible. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Il me tarde de savoir du coup la suite des épisodes et voir un petit peu comment ça va se finir. Mais franchement, en termes d'audience aussi, la série est assez confidentielle, puisque à part les fans propres de Miranda Sings, je pense pas que parmi les autres sériphiles en fait qui ne connaissent pas le personnage sur YouTube s'y intéressent forcément. Je pense pas que ce soit vraiment le public visé, et vu ce que tu en dis, c'est clairement pas le but, parce qu'il continue dans le délire. Moi, oui, c'est vraiment une série faite pour les fans entre guillemets, oui. Ouais. Après, si on adhère carrément à ce délire complètement loufoque et délirant, pourquoi pas, mais c'est très très spécial, hein, faut quand même le reconnaître. Moi, ça m'a fait penser à... Je sais pas si tu connais le film Napoléon Dynamite. Oui. Mais moi j'ai trouvé que il y avait des trucs un peu proches, quoi. La famille un peu bizarre, des trucs comme ça. Le personnage central complètement loufoque. Elle est beaucoup plus folle que dans Napoléon Dynamite. Justement, lui, il est beaucoup plus calme, etc. Mais je pense que niveau folie... terre à terre. Voilà, niveau folie, je pense que c'est dans le... Ça peut se rapprocher, quoi. Bon, par contre, beaucoup moins de folie. On est en train de faire des montagnes russes, là. On a Alias Grace. Oui, non, là, on sera sur un truc beaucoup plus sérieux. Même si ça parle un peu de
folie, on va dire, mais d'un style beaucoup plus psychologique, on va appeler ça comme ça. Je vous en ai parlé il y a un mois par rapport aux rentrées, en fait, parce que c'est l'adaptation d'un livre, un roman de Margaret Atwood. C'est basé sur une histoire vraie. Et du coup, ça a commencé à être diffusé sur une chaîne canadienne depuis fin septembre, et ça sera disponible sur Netflix le 3 novembre. Alors du coup, on commence un peu la série sur un plan serré de l'héroïne, dans un monologue intérieur, sur ce jugement qu'on porte en fait sur cette personne. On l'a traitée de voleuse, elle explique qu'elle a été traitée de tueuse, de simplet, vraiment de tous les mots entre guillemets. Ça se déroule au Canada du milieu du 19e siècle, dans une prison, où on apprend que Grace, très, très tôt, et en fait, y est depuis déjà 15 ans. Donc vraiment, quand on voit la personnage, on se dit qu'elle est très jeune, donc du coup, c'est vraiment, elle a été incarcérée limite gamine. Et alors qu'on a le monologue qui continue, on a le droit à des flashbacks très rythmés, assez sanglants, sur ce qu'a amené Grace justement ici, à l'intérieur de cette prison, avec tout ce qu'elle a subi aussi dans son emprisonnement. Donc il y a vraiment un mélange assez intéressant. Elle a été traitée un peu aussi comme un cobaye à l'intérieur de la prison. C'est un sujet d'étude parce que les femmes meurtrières c'est assez rare. Et du coup on la voit notamment à un moment, on lui pose une espèce de casque sur la tête pour mesurer son crâne comme c'était fait à l'époque, la phrénologie, pour savoir en gros si vous étiez fou ou pas. Il fallait savoir quelle taille faisait votre crâne. Donc voilà, donc on a une bonne plongée là-dedans, dans cet univers assez dur et glaçant. Et du coup, on parle aussi de l'univers pénitentiaire, des hôpitaux psychiatriques, ce genre de choses. Après, on est dans une période vraiment, effectivement, de médecine assez particulière, et du coup, on nous introduit plusieurs médecins, et notamment arrive un bel aliéniste. Alors, l'aliéniste, il l'appelle comme ça, en fait, c'est l'ancêtre pour caricaturer, l'ancêtre des psychanalystes, et il voit lui quotidiennement Grace pour un peu essayer de poser un nouveau diagnostic sur la meurtrière. Et du coup, on passe de ce que je vous ai dit au début, un peu à quelque chose de très, nerveux, assez fort, et là on passe à vraiment un truc très classique, une espèce de relation de couple en fait, entre ces deux personnages, dans un couple qui malheureusement fonctionne assez mal. C'est assez lent, c'est assez lisse, les acteurs aident pas beaucoup parce que dans les flashbacks on voit des choses assez fortes, et là on voit des trucs limite un peu chiant, avec beaucoup de paroles, donc c'est vraiment long, et ça casse un peu le rythme du début qui commençait bien en fait. Et du coup on passe de scènes nerveuses, un peu sales même des fois, parce qu'on est quand même dans un univers 19e, donc en fait vous vous retrouvez avec des médecins très très propres sur eux, qui vont voir des malades qui changent pas leurs habits, qui sont très sales, qui sont traités comme des sous-humains. Et de l'autre côté, du coup vous avez des choses très classiques, avec aussi une voix off vraiment parfois trop présente. On avait eu dans son autre adaptation d'Handmaid's Tale une voix off qui était présente, mais qui était vraiment très bien équilibrée. Là, elle est un peu trop présente et ça sort régulièrement de l'histoire. Voilà, donc ça reste bien écrit. On a vraiment une tranche de vie de l'époque. Après, ça en fait malheureusement pour l'instant pas une grande série. Parce que moi j'ai vu le début du deuxième épisode notamment, et ça repart un peu sur les mêmes bases, c'est-à-dire qu'on a un peu un découpage, un rythme au début très fort, et puis au bout d'un moment ça se lisse, ça baisse, et malheureusement les montagnes russes n'aident pas vraiment à la narration. Bon, après il n'y a que 6 épisodes, donc ça va aller assez vite, et voilà. Ok, c'est pas très engageant effectivement. Non, mais moi j'ai lu le roman. Ouais, moi j'avais lu le roman à l'époque, et c'est comme Handmaid's Tale. Il y a vraiment, ce qui est impressionnant dans ce que sait faire Margaret Atwood, c'est de vous plonger dans un moment, dans une époque, dans une période, et vous en ressortez un peu avec des questions, vous en ressortez sale, il y a vraiment quelque chose d'impressionnant là-dessus. Là, il y a un peu le cas, mais beaucoup moins que par exemple Handmaid's Tale. Ça souffre forcément de la comparaison, parce qu'on a de la voix, on suit une femme, on suit dans les problèmes qu'elle a, dans tout ce qu'elle vit. Ok, bon. Très bien, on va noter. Alors, je pense que c'est aussi sur Netflix, je me trompe peut-être. Ça va débarquer sur Netflix, puisque les 6 épisodes en fait sont diffusés de manière hebdomadaire sur la CBC au Canada depuis fin septembre. Et logiquement, ça va arriver sur Netflix courant novembre, je crois début novembre. Alors, on parle de American Vandal et pas American Sandal, c'est autre chose? Non, c'est ça, puisque American Vandal c'est American Vandal, et American Sandal ce sont les grands-mères qui dérambulent dans des villages amish avec des sandales en fait, qui est une série WGN America qui a été malheureusement annulée. Putain, ne google pas ça parce que je ne dis que de la merde. Non mais le pire c'est que limite ça pourrait exister. Exactement. T'as regardé American Sandal?
Oui, bien sûr. Bien sûr. Les 3 épisodes, en fait, un soir de beuverie. Bon, alors, American Vandal. Donc, American Vandal, c'est une série qui a débarqué sur Netflix, donc la saison entière de 8 épisodes. Le mois dernier, le 21 septembre très exactement. C'est une série qui est créée par 2 nouveaux venus issus du collectif Funny or Die qui officie sur internet et également depuis plusieurs années à la télé via plusieurs programmes, notamment Funny or Die Presents pour HBO qui a duré 2 saisons ou 3 saisons. Et donc là c'est la première série qu'ils ont vendue pour Netflix, qui a été on va dire développé, tourné dans le plus grand secret avant que en mi-août, courant août, on annonce que donc ce projet allait débarquer en septembre. Donc ça fait partie des séries, des multiples séries qui ont été produites par Netflix et dont on ne savait absolument rien avant que la date d'arrivée de la série soit annoncée. Alors de quoi ça parle? C'est créé par. Ça parle de beats exactement. Donc le hashtag c'est qui a dessiné les verges, qui a dessiné les beats, qui a dessiné les bâtons. Et en fait il s'agit donc d'un pastiche d'une série documentaire. Désolé. Il faudrait dire pour quel synonyme de beat on me dit arrête en fait. C'est verge, bâton. Pour tout. C'est pas grave. Pour l'ensemble de son œuvre. D'accord. Et non, c'est une parodie de série documentaire, un tout petit peu comme ce qui a été programmé sur Netflix, donc Making a Murderer. Et c'est également la série de HBO avec voilà, dont le nom m'échappe, c'est bien malin. Donc c'est des pastiches de séries donc true crime en fait, qui suivent une communauté qui est totalement chamboulée et qui est totalement obsédée par la poursuite d'un meurtre, sauf que là c'est pas un meurtre, c'est le vandalisme de 27 voitures sur le parking d'un lycée anonyme, voilà, au fin fond des États-Unis. Et donc le coupable est tout trouvé. Il s'appelle Dylan Maxwell. Il est joué par l'excellent Jimmy Tatro en fait, et donc en fait c'est vraiment le branleur typique que l'on peut voir en second rôle dans n'importe quelle comédie américaine. Et donc lui en fait se retrouve accusé à tort, donc il nie absolument les faits. Et donc toute la série va être un jeu de pistes autour de qui a dessiné les bâtons de berger. Et, c'est passé à ça de la quiquette. Exactement. Tu me dis quand t'as fini tes recherches en fait sur les sons comme ça adaptés. C'était le dernier son que tu pouvais me sortir par rapport à ça? Oh ouais, on va dire oui. Ouais. Et donc je vais dire qu'on commençait. En fait, c'est une série qui est très drôle, mais qui est très drôle par intermittence, parce que ce à quoi je ne m'attendais pas du tout en regardant la série, c'est que la série devienne attachante. Et donc, je pense que la série, elle transcende en fait cette espèce de vanne qui est faisons documentaire tout à fait sérieux avec des lycéens de la section ciné audiovisuel qui se prennent beaucoup trop au sérieux en faisant documentaire sérieux sur un branleur qui a vandalisé le parking de son lycée et qui s'est retrouvé exclu à tort. Voilà. Donc c'est une série qui est vachement attachante parce que déjà on nous montre en fait des lycéens qui sont à l'opposé total de des séries de la CW, qui sont à l'opposé total des séries du teen show. Il y a plein de clichés du lycéen, c'est-à-dire les deux documentaristes qui sont qui sont constamment en voix off, donc qui sont Sam Eklund et Peter Maldonado, qui sont à l'origine du vrai faux documentaire American Vandal, qui existe déjà dans la série. Ça c'est des stéréotypes de nerd. Donc comme j'ai déjà dit, Dylan c'est un peu le stéréotype du branleur. Il y a des stéréotypes, des filles des filles entre guillemets qui multiplient les relations en colonie de vacances, plein de choses comme ça. Et c'est une série qui est quand même attachante parce qu'on nous montre des lycéens qui sont, je trouve, quand même assez réalistes.
c'est une série, comme on est sur Netflix, qui n'hésite pas à faire jurer les personnages comme des charretiers pendant tout l'épisode, sans forcément que ça fasse beaucoup too much en fait. C'est une série qui se retient beaucoup en fait de sortir des fugs juste parce que c'est drôle en fait. Je pense que ça reste quand même une des séries les plus vulgaires à l'antenne cette rentrée, à côté de la saison 2 de Vice Principals qui est diffusée actuellement sur OCS. Donc, mais dans Vice Principals en fait, les fucks sont quand même sortis par Danny McBride qui en a fait sa spécialité, et dans des insultes. Et là, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche, on va dire, dans le langage qui est totalement naturel. Il y a énormément de vannes autour de la reconstitution minutieuse et avec un budget totalement effarant de comment voilà les bits ont été dessinés sur le parking et tout. Donc ça va très très loin de ce côté, mais ça dit aussi quelque chose sur l'exclusion de la communauté, sur on va dire l'influence qu'a les jugements de tout un chacun au lycée sur la définition des stéréotypes que l'on peut se faire au lycée. Il y a un propos qui est quand même très fin, et si on prend un tout petit peu le temps de regarder certaines scènes qui méritent vraiment le détour, le final appuie vraiment sur ça, et donc déjà c'est attachant par rapport à ça. Et juste je finis parce que j'ai totalement dépassé mon temps de parole. C'est aussi une série qui est passionnante à suivre parce qu'ils ont quand même pris l'enquête très au sérieux, et ils ont pris l'enquête très au sérieux quant à la reconstitution minutieuse d'une soirée et de plusieurs événements, rien que en chopant ou en agrégeant les vidéos qui sont postées sur Snapchat, sur Instagram, sur YouTube, etc. Donc Peter Maldonado en fait joue entre guillemets au détective amateur, mais il joue en fait avec des moyens en fait qui sont les moyens de tout un chacun. Et en fait c'est une série qui utilise vraiment les médias sociaux et la surcharge d'informations et la surcharge de vidéos de multimédia qui est postée par les lycéens de nos jours à bon escient et de manière quand même assez futée. Donc c'est vraiment, pour dire vraiment le truc, c'est drôle, oui, c'est à peu près ce à quoi on s'attend en lisant le pitch, oui, mais c'est aussi attachant et c'est aussi plutôt futé en termes de réalisation. Voilà. Très bien, American Model, donc à noter. Donc sur Netflix, donc combien d'épisodes encore ? 6. Il y a 8 épisodes de 30 minutes à 40 minutes, ça tarde pas assez. Ok. Ça tarde un tout petit peu comme moi en fait, j'ai dû parler 10 minutes, un truc comme ça, non ? Non, je sais pas, c'était très intéressant de toute façon à écouter, donc il n'y a pas de souci du tout. Après American Vandal, maintenant on va passer à quelque chose de beaucoup plus léger, en termes d'épisodes et en termes d'écriture et en termes de plein de choses, mais bravo. Ça s'appelle What Would Diplo Do, c'est diffusé sur Viceland, la chaîne Vice. Super bien. C'est une série qui a été créée, jouée, écrite par James Van Der Beek, qui se fait appeler donc Diplo. C'est un DJ qui s'appelle réellement Thomas Pence, un truc comme ça. Attends, vous connaissez pas Diplo ? Ah, mais sérieusement, moi je connais Diplo, moi je le laisse parler. Mais... Ah, ok. Non, mais bon, moi je parle par rapport à la série. Après, okay. Si tu veux parler de Diplo, tu peux. Donc en fait, ici, il joue la vraie fausse vie, donc du musicien donc dit Diplo, comme un espèce un documentaire, donc un faux documentaire. Et sur c'est les backstage de ses concerts, de sa vie, de ses réactions sur les réseaux sociaux, dont le premier épisode passe le plus clair de son temps avec Calvin Harris, qui fait d'ailleurs une apparition. C'est très très cool. Ces épisodes de une vingtaine de minutes. Il y a 5 épisodes et je pense pas qu'il y en ait d'autres prévus. Non, pas pour le moment, ce qui est une tragédie nationale, internationale. Ouais, non mais très franchement oui, parce que alors, quand j'ai vu le poster de la série la première fois, j'étais là, je fais, mais d'où ça tombe ce truc déjà ? Puis après, au début, je fais, mais c'est bien Van Der Beek qui est dedans, je fais, ok, voilà, on va regarder ça.
Et alors le premier épisode, les 20 minutes, j'ai pas arrêté de me marrer, tellement c'était con. Con mais bien, enfin con dans le bon sens. En gros, si vous aimez les faux documentaires sur des personnes qui se prennent pour ce qu'elles ne sont pas, sur des personnes qui ont des délires avec des ninjas. Alors, pourquoi les ninjas ? Je sais pas, mais en tout cas, ça marche super bien. Si vous voulez justement voir l'envers du décor d'un DJ star, le genre de DJ qui, comme ils disent, ils appuient sur des boutons et ça fait de la musique, et font des fautes sur Twitter, c'est une série absolument à regarder parce que c'est tellement drôle qu'on se dit non, c'est pas possible, et puis quand on se renseigne un peu, on se dit non, ils sont pas loin de la vérité. C'est vraiment bien foutu, bien joué, et ça se dévore, mais alors, d'une traite, sans problème. Alors, Viceland, le problème, c'est que selon les pays, c'est plus ou moins disponible. Moi, je dis ça par rapport à la Belgique, parce que Viceland en Belgique, c'est disponible, mais ça dépend des chaînes, ça dépend des providers, ça dépend de plein de choses. Je sais pas en France comment ça fonctionne. C'est sur Canal, c'est disponible sur le bouquet Canal en VOST, c'est diffusé là depuis la semaine dernière. Voilà, donc comme ça vous avez la réponse. Et donc ce Diplo, vu que Romain a voulu parler, explique-nous qui il est. Oh non. Tu t'es lancé, tu y vas. Ah, t'as voulu. Merci Romain. C'est un DJ qui passe beaucoup à la radio, voilà. Voilà, donc il a fait quelques collabs et même il a eu quelques sons. Alors là, il en avait fait un avec Skrillex, si je me rappelle bien. Oui. Et Justin Bieber, je crois que c'était les trois ensemble. Alors ça c'est Jack U en fait, et le deuxième épisode, pour la petite histoire, le deuxième épisode en fait, retrace entre guillemets l'histoire fictive du tube de Diplo, Skrillex et Justin Bieber qui s'appelle Where Are You Now, et donc le faux Diplo montre en gros comment il a l'inspiration pour ça, et c'est un grand moment de n'importe quoi en fait. Mais juste pour vous donner un exemple, je sais plus si c'est exactement ça, mais en gros il y a des petites pastilles où on a une question qui est affichée sur l'écran façon interview, et hop, face caméra, donc James Van Der Beek qui joue Diplo nous répond avec un peu façon philosophique. Et la question, je crois, c'était que pense-t-il de la santé, et en gros il répond limite il faut manger sinon on meurt, quoi. c'est genre voilà, et il est très très sur sa personne, sur le truc de Instagram. Il dit qu'il veut penser, il veut faire il veut réfléchir, et il veut être dans le côté un peu yoga, mais il pense surtout à comment ça donnerait sa session de yoga sur Instagram. Mais c'est surtout que le vrai Diplo en fait, c'est aussi une personnalité entre guillemets larger than life, qui on vient de parler de Justin Bieber, c'est le mec qui fait des croisières entières en fait, avec plein de gens déchaînés, des Spring Breakers déchaînés en fait, qui s'appelle le Madison Cruise, et qui fait venir plein de monde là. Il a Major Lazer en fait, qui est le trio qui n'arrête pas de passer à la radio et tout. Et ils ont fait pas mal de collabs ensemble. Ouais. Exactement, il fait partie. C'est un des trois. C'est ça. Il est sur le label, mais c'est un des trois membres de Major Lazer en fait. Il est coproduit. Il a sa main dans plein de pots comme ça de dance électro. Tu danser sale. Ah mais je sais. Il a sa main dans plein de pots. Mais il a sa main dans sur plein de bières aussi. Donc voilà. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui est absolument à voir. Je sais pas j'ai cherché un peu, j'ai pas vu d'informations, d'interviews ou que ce soit de ce que lui pense de la série. Parce que globalement, j'espère qu'il a beaucoup d'humour, parce que malgré tout, il coproduit Diplo et enfin tous ces mecs là en fait, ils coproduisent la série en fait. Ah, ça j'ai pas vu. Et je crois que Van Der Beek dans certaines interviews, avait simplement dit qu'il avait reçu un SMS du genre qui dit ça déchire. Voilà. Parce que ça a été, c'est parti d'un court métrage promotionnel en fait, où Van Der Beek disait des conneries en tant que Diplo en fait, qui s'appelait même What Would Diplo Do, et qui a été sorti comme promotion pour un des projets de Diplo, et c'est comme ça que c'est parti. Mais c'est fait totalement avec l'assentiment c'est fait totalement avec l'assentiment du mec.
Donc voilà, mais par contre, c'est vrai que quand on voit tout ça, ce projet-là, je pense qu'il y aura sans doute pas plus que 5 épisodes, parce que bon, peut-être que c'est juste pour le côté promotion, mais moi, je suis malgré tout pour une série, en tout cas de cette qualité-là, niveau humour et voilà, sur le plus long terme, un peu à pas la parodie, mais la parodie limite de Entourage ou ce genre de choses. On a déjà vu pas mal de séries sur des comédiens, sur des trucs comme ça, à la limite comme Curb Your Enthusiasm en fait. Voilà, mais il y avait eu Action. Il y avait eu Action dans les années 90 avec Jay Moore qui était très sur les agents et tout, qui était un peu trash comme ça, qui partait un peu dans tous les sens. Il y avait Grosse Pointe, il y avait plein de choses comme ça. Ouais. Voilà, et pour revenir à ce que tu disais pour une saison 2, Van Der Beek, toujours un peu dans la même interview que j'ai lu, il disait que Viceland était assez chaud, malgré tout, pour peut-être continuer, et c'était plutôt de l'autre côté où ils étaient pas sûrs de là où ils allaient, donc voilà, ils en parlent en tout cas, peut-être refaire d'autres épisodes, quoi. C'est ça, il faut encore réussir à avoir quelque chose à montrer quoi, et à faire, et pas justement décevoir. Le gros avantage qui joue en la faveur de What Would Diplo Do, c'est que c'est une des premières, peut-être sinon la seule série scripted en fait pour l'instant qui est diffusée sur Viceland. Tout le reste en fait c'est des documentaires, c'est des émissions, c'est des émissions de Real TV, etc. Mais il y a rien qui soit vraiment scripted comme ça. Donc ça a d'autant plus d'avantages à ce qu'ils reviennent quoi. Effectivement, en tout cas, on les encourage à nous donner ce genre de choses parce que là, c'est venu pour moi de nulle part, j'en avais jamais entendu parler et j'ai juste adoré ce truc quoi. Ça m'a fait, voilà, c'est pendant ça dure 2 heures au total de regarder les 5 épisodes, même pas. Et c'est juste, ça fait vraiment du bien, ça fait bien rire et non, il y a des gifs à faire avec cette série, mais alors une tonne, vraiment une tonne. Voilà, j'ai parlé moins, mais en même temps il y avait moins de choses à dire qu'American Vandal, hein. C'est juste une bonne comédie, mais ça fait du bien les bonnes comédies. Je pense que vu que le temps tourne, le temps passe, et pas le temps passe, c'est pas pareil. Et vu que je suis en train de raconter des conneries, il est peut-être temps qu'on passe au quiz. Oui. Et qu'on termine avec un peu de bière. Oui. C'est un quiz. Aïe. Salut, c'est le père Fougas. J'ai une devinette. Qu'est-ce qui est petit et vert? Ta mère. Ta mère. Ça faisait longtemps que le son n'avait pas saturé. Ce que j'ai fait ici, c'est que je vous ai pris des synopsis de séries. J'ai été pioché dans des trucs qui n'étaient pas forcément évidents que j'allais chercher ça, des séries super connues. Et j'ai remplacé certains mots par des noms de bières. Ok. Certains mots ou noms. J'ai essayé de faire en sorte que ça veuille dire toujours quelque chose et que vous puissiez trouver le nom de la série. Okay. Donc on a le synopsis avec des noms de bières, on doit retrouver la série. C'est ça. Son nom de bière. Oui, évidemment. Enfin, le nom de la série, quoi. Oui. Ouais, pas le nom de la bière. Alors, vous êtes prêts? Oui. Alors, après une épidémie de lèvres blondes ayant transformé la quasi-totalité de la population américaine oui. The Walking Dead. Oui. T'avais dit des trucs pas connus, putain. Attends, j'ai pas dit pas connus, j'ai dit pas des trucs forcément évidents, celui-là était évident. Mais oui, voilà. Par contre, je termine, parce que je pense que avec ce truc-là, on peut faire une 9e saison de Walking Dead. Donc, elle a transformé la population américaine et mondiale en 1664. Oh, l'horreur. Un groupe d'hommes et de femmes menés par une Guinness tiède tente de survivre. Eh ben, ils sont mal barrés. C'est clair. J'espère que le héros, ça sera le patron de la semaine de la critique, qui s'appelle Charles Tesson. Oh là là. Joli. Dédicace à Charles Tesson. Tac, tac. Et sans oublier Eric Téton. Non, Eric Ton et Votéton. Voilà. C'est en fait tout bien. Alors, attention. Chimé est un brasseur qui a un don exceptionnel. Il peut ramener à la vie tout être vivant mort. Romain. Pushing Daisies. Oh merde. Oh, ok, j'ai rien dit. Romain. Du coup, je dis la réponse. Bah oui. Oui. Pushing Daisies, oui. Oui, c'est Pushing Daisies. Voilà. Qu'il s'agisse d'un animal, d'une bière ou d'un humain. Non, j'avais la réponse. Donc qu'il s'agisse d'un animal, d'une bière ou d'un humain, simplement en le touchant. Mais si Chimé le touche une seconde fois, la vie s'envole de nouveau et pour toujours.
Celui-là, j'étais un peu plus gentil sur celui-là. Alors, attention. Bière brillante promise à un bel avenir dans une brasserie new-yorkaise. Crick travaille trop. Malheureuse, elle abandonne tout sur un coup de tête. Dans une tentative désespérée. Alors là, j'ai entendu les deux en même temps. Je vais dire Florian. Crazy Ex-Girlfriend. Oui. Malheureuse, elle abandonne tout sur un coup de tête dans une tentative désespérée de trouver l'amour et le bonheur dans le houblon, où vit triple carmélite, un amour de jeunesse. Excessive, déterminée et aussi un peu folle, la jeune bière attend à prendre un nouveau départ. Alors, à bord de sa super shop, puissamment mousseuse et à la rapidité sans égale, Springfellow Budweiser apporte son aide chaque fois qu'il le peut. Profondément marqué par la guerre du Vietnam, il a pour compagnon d'armes l'expert... Oui. Supercopter ? Oui. Oh putain, j'y étais pas du tout là. Et là, c'est super cop bière, là, tu vois. Il a pour compagnon d'armes l'expérimenté Heineken, qui l'assiste dans toutes ses missions. La dernière... Bon, piloter, il faut choisir. Ah oui, effectivement. Moi, je ne choisis pas, je fais les deux. Une Cronenbourg se suicide dans les ruines d'une abbaye située à Chicago, aux États-Unis. Florian. Sa mort... Oui. Sense8. Oui. Oh. Sa mort mêle mystérieusement les existences de 8 types de maltes éparpillés aux 4 coins du monde. En effet, Asahi, Jupiler, Stella Artois, Reims Cochon, Keket, Carlsberg et Hoegaarden et Corona partagent désormais des expériences intellectuelles, émotionnelles et sensorielles communes et se retrouvent capables d'intervenir dans leurs mousses respectives. Ils ne sont pas les seuls exposés. Ouais, ça n'aurait jamais été annulé avec des noms comme ça. Ah non. C'est clair. Là, ils avaient trouvé la pub facile. Voilà, c'est ce que j'ai fait comme quiz. Bravo. C'était un quiz rapide. Vachement bien. J'avais peur que ça tourne plat au bout d'un moment. Hein, une bière plate, c'est pas bon à boire. Non. Bon, mais je pense que on a fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Il y avait des petites choses qu'on voulait rattraper, mais malgré tout, je pense qu'on n'a pas le temps. Notre esprit est ailleurs. Il est tellement ailleurs qu'il est temps de se dire au revoir. Et le mot de la fin. Alors, Elodie. Cervelle. Cervelle, forcément. Romain. Poil. Poil. Ah oui, poil de chat. Allergie, tout ça. Grégoire. Voilà. Micro. Alors là, j'ai peur. Florian. Phil Collins. Ah. Surprenant. La douceur pour terminer. Car le dernier mot arrivé, fan de Phil Collins. Oui, ça, pour ceux qui connaissent, c'est Steak, je crois, c'est ça ? C'est ça. Ouais, c'est dans Steak de Quentin Dupieux. Et tu m'emmerdes, parce que franchement, t'aurais pu faire un truc avec micro. Je m'attendais, vu que t'as parlé de... Non, sinon j'avais savon liquide, en fait. Mais c'est savon liquide personnel. Ah. Oui, forcément, oui. Pour se laver les mains. Moi, je dirais pousse-mousse. Comme ça, savon liquide, bière, pousse-mousse. Tu pousses et ça mousse. Et si quand tu pousses, ça mousse, va voir le médecin. Ou va voir ta femme. Aïe. Je pense qu'il est temps de rendre le micro. De souhaiter à tous une bonne fin de semaine, une bonne écoute, de bonnes séries. Et surtout qui ? Bonne journée. Bon. Gaver la chatte, merde. Bon. Alors, par vengeance. Voilà. Moi, je préfère. De quoi vous décrasser les oreilles avant la fin de semaine. On vous remercie tous pour vos écoutes de plus en plus nombreuses. N'hésitez pas à partager, à mettre des likes, des notes et tout ce que vous voulez, des trucs qui nous font remonter. Mettez-nous des trucs. Mettez-nous des pouces. Mettez-nous des pouces. Et surtout... Ce podcast vous est présenté par les préservatifs Sixflix. Avec Sixflix, pour que ça dure plus d'un épisode,